Notre famille de Belgique m'a introduit à l'international, surtout les langues. Et j'ai toujours été fascinée par l'ailleurs, et en particulier les langues. J'ai toujours beaucoup aimé les langues et probablement que ça date de cette époque-là. J'étais encore petite, j'avais 10 ans. Je commençais à apprendre l'anglais chez ma grand-mère, l'année où on est resté chez elle. J'étais dans une école catholique, le Sacré-Cœur, et dans cette école, on apprenait l'anglais avec ma professeure principale, c'était Sœur Myriam, c'était des religieuses. Et je me souviens de mes cours du soir, je révisais mes notes de cours chez ma grand-mère, bien sûr. Et je prononçais l'anglais, je ne sais pas trop comment, en tout cas, elle m'a dit, on prononce pas comme ça. Elle était vraiment féroce. Et je me suis dit, mais pourquoi? Et je lui ai dit, comment? C'est ma professeure dit ça. Elle m'a dit, eh bien, elle a tort. Et, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'elle connaissait l'anglais. J'avais aucune idée. Un jour, j'ai fait une sottise, je sais pas trop, je crois que je parlais avec une voisine à l'école et dans la classe. Et on m'a donné 100 lignes. C'était la punition standard. Quelque chose comme je ne parlerai pas en classe, et il fallait écrire ça 100 fois. Donc on faisait comme ça. Je. Ne. Parlerai. Et bien sûr, c'était le contraire de ce qu'il fallait faire, parce que le but c'était je ne parlerai pas en classe. Je ne parlerai pas en classe. Et quand vous arrivez à 100, vous connaissez ça par cœur. Mais comme c'était pas possible d'écrire ça, ça aurait duré des heures et des heures. Et ce jour-là, ma grand-mère me disait, mais arrête ça, fais tes devoirs. Et j'ai dit, tant pis, je ferai pas mes devoirs. On m'a dit ça et je vais le faire et je vais punir le professeur. Voilà. Et je vais écrire ça et j'aurais pas fait mes devoirs. J'étais très têtue et je le suis restée. Et alors j'ai continué, ne, parlerai, papa. J'ai fini, mais je n'ai pas fini mes devoirs ce jour-là. Et la conclusion, c'est que ma professeure ne m'a jamais puni encore. Ça ne s'est plus jamais passé. Mais c'est vrai qu'elle était colérique. Cette sœur Myriam, quand elle se fâchait, elle devenait rouge comme une tomate. Et elle ne savait pas que tous les enfants se moquaient d'elle, en fait. Une autre chose qui se passait dans cette école, j'ai beaucoup aimé cette école, parce que quand je suis arrivée, on m'a introduit à ma classe en me disant, tu as de la chance, cette classe de sixième, elle est juste à côté de la chapelle. Tu es près de Jésus. Et ça m'a beaucoup plu, parce que j'aimais Dieu, j'aimais Jésus. Et j'ai aussi été introduite dans cette école aux vies des saints. Sainte Claire, Saint François d'Assise, beaucoup d'autres. Et nous lisions ça à nos loisirs. On nous donnait ces livres, on nous les prêtait gratuitement. Donc ma famille de Belgique, elle parlait français, elle parlait allemand, elle parlait anglais, elle parlait surtout flamand. Mais à la maison, elle parlait français surtout. Mais avec un petit accent particulier. Vous savez, comme les Québécois ont un accent qui les fait reconnaître à mille lieues à la ronde. Les Belges, c'était comme ça. Ils parlaient sans arrêt du journal local, La Libre Belgique. Je suis allée une fois chez mes grands-parents, donc je vous le disais, à Gand. Et j'étais petite à ce moment-là. Ils avaient une maison à plusieurs étages et il y avait quelque chose d'extraordinaire chez eux. C'était ce qu'on appelait l'entresol et le sous-sol. Donc, quand on était dans la cuisine, il y avait une petite fenêtre très étroite mais euh, rectangulaire, et on ne voyait que les pieds des gens qui passaient sur le trottoir parce que c'était au niveau de c'était plus bas que le sol de dehors. Il y avait un petit escalier qui montait, ce qu'on appelait l'entresol, et il y avait des fenêtres avec des vitraux colorés comme ceux des églises, et ça donnait une couleur très particulière. Il y avait énormément de jaune et d'orange qui mettait le soleil dans cet appartement qui en avait bien besoin, parce que
la Belgique n'était pas très ensoleillée, il faut dire. Au contact de cette famille, j'ai découvert les beaux-arts, surtout la peinture flamande, Rembrandt et d'autres, et aussi appris la patience de ma grand-mère. J'ai donc aussi découvert les langues. Maintenant, mes parents, mes grands-parents paternels, les parents de mon père étaient du département. Donc c'était des gens de la Drôme, du sud de la Drôme. Le sud de la Drôme qui était déjà la Provence. On appelait ça midi moins le quart. Ce n'était pas le midi, mais c'était déjà les cigales, la chaleur. Ma grand-mère avait pour nom de jeune fille Motte, comme une motte de terre. Euh, et mon arrière-grand-mère avait emmené sa famille le week-end ou quand ils avaient le temps, surtout le dimanche apparemment, en promenade. Donc ils faisaient des kilomètres à pied et ma grand-mère me parlait toujours de ces promenades, très longues promenades qu'elle aimait beaucoup. La mère de mon grand-père s'appelait Hoffart. C'était un nom d'Alsace. Donc c'était une personne du Nord. Et nous avons plus tard découvert que la majorité de la famille de mon père, les parents, comme parents, étaient du nord de la France, de l'Alsace, je pense. Mon arrière-grand-père avait été dans l'armée pendant la guerre de 1870, je pense. Ça doit être, oui. Puisque mon grand-père a fait la Première Guerre mondiale. Et euh, ma grand-mère paternelle était née en 1882, au 19e siècle. Et mon arrière-grand-père avait servi dans l'armée pendant la guerre et il avait perdu l'ouïe parce qu'il était dans les canons, dans les canonniers. Donc quand il tirait le canon à l'époque, il n'y avait rien pour protéger les oreilles et il avait complètement perdu l'ouïe. Et ma grand-mère disait que c'est terrible d'être aveugle, mais c'est encore plus terrible d'être sourd. J'écoutais tout ça, je ne comprenais pas trop, mais je me souviens combien de fois elle m'a dit ça. Et je pense que ça devait être une, une expérience personnelle qu'elle avait faite, en le rencontrant probablement. Elle disait que c'était terrible, que tu n'entends pas les gens parler, que tu ne les entends pas rire. Pour moi, je pensais que être aveugle était encore pire, parce que j'aimais beaucoup regarder tout ce qui m'entourait. Mes grands-parents se sont mariés en 1904. C'était un mariage arrangé et ma grand-mère m'avait raconté comment ça s'était passé, que elle faisait partie de la petite bourgeoisie et un jour, une marieuse était venue rencontrer ses parents. À l'époque, il y avait des femmes qui étaient des marieuses, donc qui arrangeaient les mariages, qui contactaient les familles quand les enfants arrivaient à l'âge où on se marie, peut-être 18, 19 ans. Euh, elle rencontrait les familles et leur permettait de se rencontrer. Donc elle est allée dire à la famille de ma grand-mère, je connais quelqu'un qui ferait un bon mari. Alors ma grand-mère m'a dit qu'il y avait eu une petite sauterie. Bon, euh, ils avaient bu du thé ou du café, je ne sais pas, et bu des jus de fruits, mangé un peu. Et elle avait rencontré ce jeune homme, Henri, euh, et elle m'a dit plus tard, oh, j'étais une oie blanche, comme on dit à l'époque, on disait à l'époque. Je ne connaissais rien, je ne savais même pas comment on faisait les enfants. Et j'avais très peur le jour où on s'est marié et qu'il m'a prise pour m'emmener en voyage de noces et il m'a embrassée et je me suis dit, oh là là, mais je ne veux pas un enfant tout de suite. Mon grand-père a vraiment été amoureux de cette jeune femme. Donc ils se sont mariés. Au bout de 3 mois, on leur a demandé, vous êtes content, vous voulez vous marier, ça vous va? Ils ont accepté. Et ils se sont mariés donc en 1904. Et mon grand-père et ma grand-mère s'adoraient en fait.
Et mon grand-père a toujours tout fait pour ma grand-mère. Il y avait, il avait beaucoup d'attention pour elle. Par exemple, chaque fois que j'étais chez eux, je les voyais, elle faisait la cuisine, et puis ils mangeaient dans la cuisine ensemble. Et quand c'était fini, mon grand-père ne partait pas tout de suite fumer la pipe au salon. Il attendait que ma grand-mère ait fini la vaisselle. Et chaque fois, avant de commencer la vaisselle, elle disait: oh là là, les gangsters sont encore passés. Parce que tout était bien sûr sans dessus-dessous. Il y avait des casseroles sales, des assiettes sales. Et il ne disait rien, il la regardait. Et tout son amour passait dans ses yeux. C'était un bel homme qui avait été roux et qui était blond pâle, presque blanc quand je les ai connus. Et il fumait la pipe. Il avait une petite barbiche et une moustache tombante. Et quelquefois, quand il mangeait, il y avait un peu de jus qui tombait et il s'essuyait la bouche. Et chaque jour, il amenait des seaux de charbon pour chauffer l'appartement. Le charbon était stocké dans la cave. Et il allait le chercher avec un seau. Ma grand-mère n'a jamais porté un seul seau de charbon. C'était lui qui se chargeait de ça. Et il a fait ça jusqu'à ce qu'il meure. Toute sa vie. Il aimait ma grand-mère. Il aimait vraiment ma grand-mère. Et on saura la suite la prochaine fois.